Qu'est-ce qui manque à nos politiques? Il faut du courage. Qu'est-ce qui manque à la politique française? Du courage. Le courage de dire la vérité aux gens, de dire la vérité sur les retraites, de dire la vérité sur les normes, de dire la vérité sur le coût du travail, et de dire qu'on ne pourra plus autant subventionner telle ou telle chose, mais qu'on devrait pour autant libérer les énergies sur telle ou telle autre. Il faut du courage, en fait. S'il y a une réforme qui me tient à cœur, c'est qu'on devrait faire de la politique 15 ans maximum. On ne devrait jamais être élu plus de 15 ans. Pas un jour de plus. Ça t'oblige à bosser à un moment ou à un autre. Avant, après, peu importe, mais ça t'oblige à travailler. Jean-Philippe Cartier, bonjour. Bonjour Laurent. Ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode des podcasts des Forces françaises de l'industrie en association avec le média Les Déviations. Alors, ça fait longtemps qu'on te suit, on s'était rencontrés quelques fois dans des mondes qui finalement s'entrecroisent. Je trouve que tu as une parole assez singulière en ce moment sur pas mal de sujets, notamment sur des sujets qui expliquent le marasme économique actuel et son impact sur, on va dire, le désarroi politique des Français. À un moment où on va commencer à parler politique, j'allais dire, 4 fois par jour, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui vient du terrain, qui s'est construit, et qui n'est pas nécessairement un petit peu passé à la moulinette du politiquement correct. Donc pour toutes ces raisons, j'ai tenu à t'inviter, donc merci d'avoir répondu présent. Merci à toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Me présenter, ok. Jean-Philippe Cartier, 50 ans, entrepreneur depuis plus de 30 ans et citoyen engagé, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est ce qui fait que je suis là. Et alors, ça t'est venu comment l'entrepreneuriat ? Comment ça m'est venu ? Depuis tout petit ou... Je fais partie de ceux qui pensent que certains d'entre nous naissent entrepreneurs. Donc moi je suis né entrepreneur. Il y en a qui le deviennent, il y en a qui construisent une histoire entrepreneuriale après de passer par du salariat. Moi, je suis quelqu'un qui n'ait jamais pensé autrement que dans un modèle où je construisais mon entreprise, où j'étais indépendant jeune et tôt. Donc j'ai commencé tôt, parce que j'ai démarré vers mes 18-20 ans, donc ça date. Et j'ai jamais pensé fonctionner autrement que par l'entrepreneuriat. Donc déjà jeune, je commerçais, j'inventais, je créais, j'avais des idées, bonnes ou mauvaises. Et puis j'ai créé ma première entreprise. La première impactante vers mes 20 ans. Et c'est quoi ? C'est une éducation ? C'est des rôle modèle autour ? Moi, j'ai des parents qui étaient dans le médical. Donc, autant te dire que c'était vraiment les derniers des entrepreneurs de la planète. C'était des gens très scientifiques, très basés sur le médical et autres. Donc, non, et ma sœur n'est pas entrepreneuse. Et pour autant, on a été élevés de la même manière. Avec des parents qui viennent d'un environnement différent. Je crois vraiment que ça ne s'explique pas. Je crois qu'il y a des natures. J'ai des copains proches qui sont vraiment comme moi, qui sont vraiment construits avec des idées très claires de créer, de bâtir assez tôt, et puis d'autres qui n'ont jamais eu ça en soi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des natures de gens qui naissent comme ça et qui pas une seconde dans ma vie m'est posé la question de travailler pour quelqu'un ou d'être salarié. Ça m'est jamais. Mais même pas, ça peut même pas m'arriver. Si je perds tout demain, je recréerai, je reconstruirai. Je peux pas l'imaginer. Voilà, ouais, en fait, c'est même pas par dépit. C'est pas parce que ça t'a pas plu. C'est juste parce que ça rentre pas dans tes cases, quoi. Ça me vient même pas au cerveau. Je peux pas imaginer travailler pour quelqu'un. Je sais pas. Pour moi, je préfère être un tout petit chez moi que je sais pas. J'ai besoin d'indépendance. Et puis, je crois qu'on a tous des natures différentes. Il y a des gens qui aiment diriger, il y a des gens qui aiment prendre en main, il y a des gens qui aiment prendre des risques. Parce qu'entreprendre, c'est risqué, c'est mal dormir aussi, savoir des sujets. C'est pas que l'image que je combats tout le temps du patron au 72e étage de la tour, c'est pas du tout ça. C'est aussi celui qui prend les problèmes pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de diriger, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de les prendre, ces problèmes. Beaucoup. Ouais, et puis il faut aussi en finir avec l'idée le mythe total de la liberté. La tyrannie d'un client, c'est parfois beaucoup plus fort que la tyrannie d'un patron. Moi, tu sais, je fais pas Cosette en racontant ces anecdotes, mais moi, j'ai mis très longtemps à partir en vacances. Je gagnais déjà très correctement ma vie, mais j'ai mis longtemps à partir en vacances. J'avais l'impression que quand je partais en vacances, je laissais mon entreprise. Je mettais les gens potentiellement à risque. J'étais pas là. J'avais peur de rater quelque chose, le fameux FOMO, tu sais. Fear of missing. J'avais peur de rater quelque chose et de pas être là au bon moment en tant que dirigeant. Donc, il y a un prix à payer qui est assez élevé, mais qui est ma nature. Maintenant, j'ai 50 ans, je me soigne et j'ai appris un peu plus à déléguer. J'ai une 40aine de participations, j'ai beaucoup d'entreprises, donc on peut... et puis, il faut s'entretenir et rester en bonne santé. Donc, on a besoin de temps de repos, mais
Mais oui, c'est une extrême dépendance, l'entrepreneuriat. C'est une dépendance à ses affaires, à ses entreprises, à ses collaborateurs. C'est une connexion totale. Moi, j'admire ceux qui disent j'arrive à déconnecter 3 jours, à pas répondre, à pas regarder. Bravo. Moi, je sais pas le faire en tout cas. Ouais, moi, c'est pareil. Ça, je comprends complètement. Ta première entreprise, c'est quoi? Alors, ma première entreprise, elle est née d'une idée que j'ai eue aux États-Unis très jeune. Alors, on est à peu près des mêmes générations, donc c'était les années 90, c'était le début du digital, vraiment le tout début. Alors maintenant on est à l'IA, tout va très très vite, mais à l'époque c'était les années 90-95. C'était le début des petites annonces automobiles et des petites annonces en général sur Internet. Je rappelle que l'Internet démarrait avec le modem. Pour les plus jeunes d'entre nous, on mettait 20 minutes à charger une page sur Internet, on a oublié. Ouais. Nous, Et on pour n'a les pas plus oublié. jeunes aussi, le modem n'étant pas un parti politique, c'était un outil. Pardon, le modem Ouais, était voilà. un outil. Tu sais, quand tu téléchargeais une page sur Internet, tu avais le temps d'aller te faire un café, de faire pipi, de faire une pause, Ouais. d'appeler ta maman, et entre-temps, peut-être que la page était enfin chargée. Mais c'était seulement il y a 30 ans, c'est pas si vieux que ça non plus. Et moi, pour démarrer, pour essayer de me faire un peu de sous quand j'avais 18 ans, je vendais des voitures d'occasion, D'accord. de luxe, bref, peu importe, avec quelqu'un que je connaissais qui était beaucoup plus âgé. C'était un peu un gagne-pain, argent de poche. Et je l'aidais dans son garage quand j'étais étudiant. Et je me disais, c'est dingue, cet outil va permettre bientôt de diffuser des annonces beaucoup plus rapidement qu'en les mettant sur la presse papier traditionnelle. Alors pour faire ce qu'on dit en anglais, long story short, j'étais allé aux États-Unis rejoindre un copain vers 18 ans qui était étudiant là-bas. Et il y avait un modèle qui s'appelait Auto by Tel, qui était un modèle de petite annonce sur Internet. J'ai été fasciné par le modèle Internet à l'époque et j'ai pris un jeune sous le bras, beaucoup plus jeune que moi, enfin beaucoup plus jeune, il avait 16 ans, je devais en avoir 18-19, et on a monté une société avec très peu de capitaux, quelques milliers d'euros, on parlait en francs à l'époque, qui s'appelait autoreflex.com et qui est devenu un des acteurs importants de la petite annonce automobile sur Internet en France et de manière un peu plus large. Et je l'ai revendu 10 ans après au groupe Axel Springer et Mondadori, et je l'ai vendu en 2008. D'accord. Donc, première aventure, premier succès, quand même. Alors, premier succès, alors, c'est vrai que résumé en 20 secondes, Ouais. ça peut paraître comme ça, Ouais. mais ça a été... on pourrait faire un livre sur cette aventure entrepreneuriale. Ouais. Je pense que ça serait un cas d'école aussi pas mal, parce que non seulement c'était une énorme époque de levée de fonds, moi je n'ai jamais levé 1 euro, ce qui est quand même assez Donc important. tout en fonds propres. Tout en fonds propres. Je m'étais toujours dit, d'ailleurs, on est à l'ère où il y a des coachs de partout sur Internet qui vous donnent des conseils dans tous les sens. En fait, la vérité, il n'y en a qu'un, c'est le travail et la volonté. Il n'y en a pas d'autre. On peut vous abonner à rien pour essayer de comprendre les bons conseils. Tu viens de mettre au chômage des dizaines de personnes. Bah non, mais la vérité, on la connaît. C'est d'avoir un modèle économique clair et net. Et moi, je disais toujours, voilà, quand tu as 1000 clients concessionnaires automobiles, c'était ces concessionnaires qui payaient un abonnement, le 1001e, c'est que de la marge. Donc j'avais cette target. Il faut toujours une target quand on entreprend. Il faut dire, c'est quoi? Ça peut être une target de chiffre d'affaires, de nombre de clients, d'audience, peu importe. Moi, ma target, c'était ma cible, c'était 1000 clients. Et j'avais un prix à l'époque, pour les plus jeunes, c'était 590 francs par mois. Je m'en rappelle encore, hors taxe, pour mettre un forfait de 10 annonces. Et je rappelle qu'à l'époque, pour passer les annonces, c'était donc très long, laborieux, il n'y avait pas de photos, il y avait pas... Donc on a mis du temps, et puis à un moment donné... Après ce mot modem qui n'était pas un parti politique, mais qu'une fois que le modem est passé à l'ADSL, donc le haut débit, puis le 2G, la 3G, la 4G et continue, à un moment donné, des clients ont commencé par m'appeler en me disant Jean-Philippe, au début, on a signé pour vous faire plaisir parce que vous étiez très sympathique et bon commerçant, mais maintenant, on vend des voitures grâce à vous. Et donc là, évidemment, ça a commencé à prendre. Et il est facile de comprendre que versus la presse traditionnelle de petites annonces, on était beaucoup, beaucoup moins cher pour diffuser 50 annonces, il y avait des forfaits qui coûtaient 100 ou 200 euros, ce qui était rien par rapport à ce que coûtait la presse il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'était un besoin. En fait, il faut répondre à un besoin quand on monte une entreprise. Ou... Après, ça peut être un café aussi en bas de vos bureaux. Il suffit de dire, tiens, c'est marrant, c'est le seul endroit où il n'y a rien dans les 200 mètres. Ouais. Et pourtant, il y a 50 bureaux qui ont envie de boire un café. Enfin, c'est souvent le besoin. Ouais. C'est le besoin, mais parfois, tu l'as dit de façon assez intéressante d'ailleurs, en disant voilà, c'était parce que tu étais sympa au début, puis à la fin ça a servi. Il y a une période d'éducation quand même. Ça a été long pour toi ou c'était tout de suite Ça a été très long. Ça m'a paru. Ça a été tellement long qu'au bout de 3 ans, j'ai failli me décourager. Je devais avoir 300-400 clients qui payaient chacun, je vous dis, on va parler en euros, 100 euros par mois, et qui m'appelaient tout le temps pour me dire, on était 3-4, hein, j'avais 2 stagiaires, c'était... on était dans l'impression, on donnait l'impression d'être, c'est la vitrine Internet, mais nous, on était dans un petit bureau, c'était dur, et on les gardait coûte que coûte, et ils appelaient tous les 15 jours, bon, c'est sympa de te donner 100 euros par mois, mais ça sert à rien.
Donc ouais, ça a été très très long, très laborieux. Il a fallu tenir, il a fallu leur dire ça va venir, il a fallu leur dire vous êtes des pionniers à nos côtés, faut être sûr de ce que tu fais, et il faut raconter une histoire et les embarquer avec toi. Et à un moment donné, il faut que ça paye, parce que les gens ont beau être gentils, parce que j'avais 20 piges, on était super sympa, hyper souriant. Je faisais peut-être 250 000 km par an à l'époque. Voilà, je prenais la Polo diesel de ma mère et j'allais voir tous les concessionnaires de France pour leur dire voilà, demain vous vendrez vos voitures sur Internet, c'est comme ça que ça va se passer. Et imagine bien qu'à l'époque, le directeur du centre de voitures d'occasion de Saint-Brieuc, de Audi, il en avait rien à foutre de faire des photos avec un appareil numérique et de les mettre en ligne en 95, 98. Puis c'était sur le dernier de ces sujets. Donc c'était un truc en plus qu'on lui rajoutait. Ça lui prenait du temps. Donc il a fallu éduquer, il faut de la patience, expliquer, et à un moment donné, être suffisamment sûr de toi pour attendre et que le moment où le côté disruptif arrive, et on était certain nous que ça allait arriver. Et on a eu raison. Mais si on avait eu raison un peu trop tôt, eh ben on n'aurait pas tenu. Après, il y a des gens qui disent que plus ils s'entraînent, plus ils ont de la chance quand même. Mais après, alors moi, mon papa disait la chance, c'est déjà d'avoir du talent. Ouais. C'est un peu pareil. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu as tiré un petit peu de cette expérience qui a dû être absolument marquante, quoi? Écoute, j'en ai tiré ce qu'en tirent tous les entrepreneurs, et que la création, c'est quelque chose de long et laborieux. C'est-à-dire que là où on pense, où on nous vend des succès toujours rapides, on est dans un monde où tout va vite, où tu as l'impression que les mecs qui montent une boîte, en 15 jours, ils sont milliardaires. Et c'était un peu ça déjà il y a 25 ans. On voyait les mecs lever des fonds. Moi, j'étais dans l'environnement, encore une fois, où les années 2000, c'était... je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait des French Tuesday, c'était des rendez-vous. Tu avais des mecs qui avaient des étiquettes. Donc, celui qui avait l'étiquette jaune, il levait de l'argent. Celui qui avait une étiquette bleue, il donnait de l'argent. Enfin, c'était un monde assez particulier. On en a encore aujourd'hui, ça fonctionne encore de la même manière, mais c'est un peu plus direct. Avant, il y avait des rencontres, investisseurs, leveurs de... C'était une période incroyable où on avait toujours l'impression, pour certains, d'être en retard et que d'autres étaient en avance. Et en fait, moi, j'en ai tiré une conclusion, un apprentissage business, c'est que tous ceux que j'ai vus aller hyper vite, lever beaucoup d'argent et tout, 99% ils se sont plantés. Et très modestement, nous, on a réussi notre coup. Donc, en fait, ça m'a confirmé qu'il fallait du temps pour bâtir quelque chose de solide. Voilà, c'était la confirmation de ça, en ayant pensé pendant 2, 3, 4 ans que j'étais le plus nul et que j'avais rien compris, parce que je disais, un tel a levé 5 millions, 2, 10, 20, 30, et nous, personne ne voulait donner de l'argent. Parce que c'était un truc trop basique. Non, il n'y a pas de technologie, ça manque d'intelligence, c'était très commercial, nous. Finalement, le commercial, on en revient toujours à la base. Ça marche toujours. Ouais, donc en fait, les basiques... Des vrais clients, quoi. Ouais, les basiques, ça fonctionne, quoi. Voilà, peut-être moins aujourd'hui, mais en tous les cas, à l'époque, ouais, ça fonctionnait. Donc je pense, ça m'a donné, enfin ce que j'ai toujours su, parce que j'ai été élevé dans... Mon papa ayant fait des études très longues, j'ai été élevé dans... Il faut du temps pour arriver à quelque chose. Et donc je suis impatient, comme nous tous, mais pour autant, voilà, il faut du temps pour bâtir quelque chose. Voilà. Et plus on a l'impression que ça va vite, plus parfois c'est plus dangereux et moins périn. Voilà. Ok. Et suite à ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vends finalement un bel investisseur qui à l'époque raflait à peu près tout. Ouais, j'avais acheté sologer.com également en France. Ouais. C'est auféminin.com aussi. Ouais. Et donc, ils font quoi? Ils te gardent un peu? Alors écoute, ils me gardent quoi? On doit faire 2 ans ensemble. On est en 2000, je ne sais même plus les années 2008, 2010. D'accord. Dans ces eaux-là, Springer et Mondadori. Et on vend. Et je monte un holding d'investissement qui s'appelle H8 Invest, qui est mon entreprise actuelle, dont je suis propriétaire à 100%, et qui investit dans plein de choses. J'ai envie de continuer, j'ai pas envie de même prendre 3 mois sabbatiques, c'est pas ma nature, donc je fais ce qu'on appelle, pardon pour les mots barbares, mais du réemploi, c'est-à-dire que je décide de toucher l'argent de cette vente dans une entreprise pour réinvestir dans des tas de secteurs d'activité, ce que je fais depuis maintenant, bientôt 20 ans. Voilà, donc dans l'hospitality, en ayant beaucoup investi dans l'hôtellerie en France, dans le digital, dans la tech, dans des tas de secteurs d'activité divers et variés, avec des boîtes plus connues, moins connues, avec des succès, parfois des échecs, on essaie de les éviter, ouais. Et avec des entreprises qu'on contrôle soit majoritairement, soit souvent minoritairement, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Ouais, donc en fait, là aussi, tu dis qu'à l'époque où tout doit aller vite, on doit lever des fonds, toi, tu es plutôt... course de fond et gros travail et éléments basiques, donc contre-pied, et là aussi contre-pied dans la finance, puisque finalement, quand on écoute un certain nombre de fonds, il faut avoir une thématique d'investissement super serrée, machin, truc. Il n'y a aucune synergie. Toi, tu fais ce que tu as envie de faire, quoi. Non, j'estimais, moi déjà, je suis un amoureux de mon pays, donc je suis resté en France, quand même, j'ai beaucoup de gens de mon entourage, notamment à l'époque où la raison principale
du départ de la France, c'était le fisc. C'était le coût de l'impôt. Aujourd'hui, il y a plein d'autres sujets, une forme de stabilité, d'instabilité, de sécurité. Beaucoup de gens partent pour d'autres raisons aujourd'hui. Beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui partent. Et à partir de ce moment-là, je pense que la plus belle chose qu'on peut faire quand on a vendu, c'est de réinvestir dans son pays. Et étant un amoureux de mon pays, j'ai toujours essayé de trouver des thématiques, des choses qui me paraissaient importantes, des choses à disrupter. Puis j'aimais beaucoup l'hôtellerie. Il y avait un côté pierre. Et je me suis dit patrimonial. Et je me suis dit, il y a plein d'endroits super cool en France, avec des hôtels assez beaux, anciennement 5 étoiles, qui méritent d'être rénovés. Et j'ai créé un groupe qui s'appelait H8 Collection. C'est parti d'un hôtel. Je dis à un copain qui co-investit à mes côtés, tiens, on en achète un deuxième, ça devient un groupe. Il n'y a plus un hôtel, il y en a deux, c'est un groupe. Créons un groupe. Et on a créé un groupe qui a duré une dizaine d'années, qui s'appelait H8 Collection, donc une filiale d'H8 Invest, où on a racheté des tas d'hôtels un peu partout en France, qu'on a rénovés. J'appelais ça des belles endormies. Et c'était pas forcément attendu qu'un mec qui vient du digital s'intéresse à ce genre de vieilles pierres. Donc ça a plutôt bien marché en com et on l'a revendu, pareil, je l'ai vendu juste avant le Covid à une famille importante française qui m'a acheté le groupe H8 et j'ai gardé certains actifs hôteliers qui me sont très chers à titre personnel, comme l'hôtel du Mont Blanc à Chamonix que je ne vendrai jamais, et comme le Macandie que j'ai fait avec la famille Clarence, qui est un des fleurons de la Côte d'Azur, et quelques autres actifs, tout en continuant à investir dans différents secteurs, mais toujours avec envie d'investir en France. Et donc ça, justement, l'hôtellerie, c'est l'un des savoir-faire français. Ouais. On est un pays de tourisme, on l'oublie, mais c'est une grosse partie de notre PIB. Il ne faut pas l'oublier, c'est un secteur. Il y a la construction, il y a toute l'architecture. Il y a tout, il y a tout ce que ça apporte. La restauration. Il y a tout ce que ça apporte en zone de chalandise, parce qu'on se rend compte, sans parler de politique, mais que ça soit des élus de gauche, de droite, peu importe, quand tu amènes des investissements pour construire un lieu sur une zone, là tout le monde est ravi, parce qu'on a besoin de créer de la vie, de ramener de l'emploi dans des zones. Donc dès que tu viens investir dans ce core business, il y a une vraie attente, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc c'est un business dont on peut être très fier, parce que quand tu as investi au Macandie, par exemple, qui était un hôtel iconique de la Côte d'Azur à Mougins, tu fais 3 ans de travaux, tu fais 90 recrutements, c'est toute la zone qui en bénéficie, toute la zone de manière large. Voilà, et ça, tu dis, les élus locaux, ils comprennent bien ça. Ouais, ça là-dessus, ils sont hyper demandeurs. Ouais. Hyper demandeurs. Alors je te dis pas qu'il n'y a pas des normes et des trucs qui rendent la vie compliquée, mais d'ailleurs, de droite comme de gauche, il y a des maires qui ont été exceptionnels autant le politique national, on en parlera peut-être, autant le local ancré dans le dur et qui comprend la problématique terrain, celui-là, il écoute souvent. Et là, il est à partie complet, il est vraiment, ok, c'est important pour nous, monsieur Cartier, on va vous aider, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Nous, on a besoin qu'un hôtel comme ça qui se positionne là avec X millions d'investissements. C'est important pour la commune, c'est important pour nous, c'est important pour les habitants. Voilà. Donc non, là-dessus, il y a plutôt de la compréhension. Alors ça c'est très important et c'est pas assez dit. Donc je vais réinsister. J'en parlais c'était le maire de Blois, maire socialiste, avec le patron de la communauté de communes c'était quoi, Grenoble. Lui, c'est Place Publique. Et avec un maire qui est républicain. Et donc je faisais un peu la tournée des clubs FFI. Et ils disaient tous la même chose. C'est-à-dire que, quel que soit le parti, ils disent « Non, mais la technostructure est en train de nous écraser, on a des normes, on ne les comprend même plus, même pour refaire une crèche, c'est l'enfer. » Et on sent en fait qu'il y a, exactement comme tu viens de dire, une sorte de vision commune sur les gens locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les hautes sphères. Et ça, comment tu le... Parce que ceux qui sont, entre guillemets, dans leur commune, c'est ceux qui voient les problèmes au quotidien. Et pourquoi tu as la moitié des maires qui ne sont pas représentés au municipal? Et les mecs, ils n'en peuvent plus. Tu leur parles, ils n'en peuvent plus. Ils sont emmerdés pour tout, ils n'arrivent à rien, et ils sont gérés par une espèce de technocratie, une espèce de mammouth français qui écrase tout. Les normes, on le connaît par cœur, que ce soit des très grandes entreprises, dont je tairai le nom, mais j'en connais une dans la cosmétique, qui a eu des complexités absolues pour recréer son usine en France. Elle avait 1000 fois raison de vouloir potentiellement la faire ailleurs. Elle a continué en disant ça sera la dernière fois. C'est trop dur, trop laborieux, trop de normes, 3, 4, 5 ans on marche sur la tête, on le sait très bien. On a créé une espèce de monstre administratif en France qui rend les choses trop compliquées. En fait, je dis toujours, on a besoin de liberté, on a besoin de facilité. L'entrepreneur, il ne demande pas que des aides. Loin de là, en fait, on pourrait nous virer toutes nos aides. En fait, on a besoin de simplicité et de facilité. Et ce pays,
à force de vouloir bien faire, peut-être de protéger, d'aider, de suradministrer, finalement, on a créé un truc qui fait que partout ailleurs, c'est simple. Et vraiment, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour leur industrialisation, ça vaut pour les recrutements, ça vaut pour se séparer d'un salarié, ça vaut pour... Enfin, tout est compliqué. En fait, essayons de créer demain un cadre simple, voilà, facile. Voilà. C'est pour tout, pour nos jeunes, pour nous, pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour tout le monde. Tout est compliqué. Enfin, il suffit de lire une fiche de paye. Enfin, une fiche de paye qui fait 95 lignes, il n'y a qu'en France. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, tu as quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est assez paradoxal, parce que quand tu commences à discuter avec les gens qui te pondent les normes, il y a un truc qu'ils comprennent bien, c'est que quand ils ont un chef qui le micromanage, ils l'aiment pas. Ils disent non mais là je peux plus rien faire. Et pourtant en fait les normes c'est du micromanagement appliqué à tout un pays quoi. C'est-à-dire je te fais pas confiance, donc je vais m'assurer que dans la cuisine de ton resto, de ton hôtel, tu dois avoir 10 cm entre tel truc et tel autre parce que si c'est 11 ça va pas et si c'est 9 ça va pas non plus quoi. Non mais c'est l'aberration. Enfin moi j'ai investi beaucoup dans la restauration, tu le sais, dans des grosses affaires de restauration, notamment dans une marque qui s'appelle Loulou Group. Qu'on a développé un peu partout en France et ailleurs à l'étranger. L'hôtellerie, je t'en parle même pas, alors qu'il y ait des normes de sécurité validées fondamentales, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Mais je pourrais t'écrire un roman sur la bêtise du fonctionnement de certaines normes, mais qui n'ont aucun sens, qui nous coûtent une fortune de contrôle, de surcontrôle, de recontrôle, d'expertise en tout genre. Voilà, en fait, il faudrait vraiment... Je ne veux pas tomber dans le côté excessif, type tronçonneuse, mais il y a quand même un gros coup de rabot à faire pour repartir sur des normes beaucoup plus claires, voilà, et beaucoup plus faciles. Tout ça décourage. Donc en fait, et on en est tous conscients. Mais il y a une espèce de, je te dis, de monstre sans tête, on ne sait plus trop qui c'est qui dirige. Alors les uns disent c'est les collectivités, d'autres disent ça monte encore plus haut, d'autres disent c'est la communauté de communes, c'est l'agglo. Tu sais même plus, de toute façon, si tu gérais ta boîte comme ça, tu serais 45 fois en dépôt de bilan. Et encore, je te dis 45 fois, tu me diras avec 3600 milliards de dettes, ils sont déjà 40 000 fois en dépôt de bilan. Mais on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que tout le monde le comprenne, les plus jeunes, les machins, c'est pas une histoire de... C'est complètement apolitique, ça. On ne peut plus continuer comme ça. Je pense même que les services de l'État, moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient directeurs de cabinet et autres, qui ont bossé avec des ministres, des gens très bien, qui ont absolument conscience de cela. En off, ils te disent, mais on marche sur la tête, tous. Mais il y a un système, et puis on ne veut pas y toucher, c'est compliqué. Qu'est-ce qui manque à nos politiques ? Il faut du courage. Qu'est-ce qui manque à la politique française ? Du courage. Le courage de dire la vérité aux gens, de dire la vérité sur les retraites, de dire la vérité sur les normes, de dire la vérité sur le coût du travail, et de dire qu'on ne pourra plus autant subventionner telle ou telle chose, mais qu'on devrait pour autant libérer les énergies sur telle ou telle autre. Il faut du courage, en fait. En fait, la politique, c'est une élection en permanence qui fait qu'en fait, tu te dis c'est devenu un métier, en fait. Moi, je serais pour. S'il y a une réforme qui me tient à cœur, c'est qu'on devrait faire de la politique 15 ans maximum. On ne devrait jamais être élu plus de 15 ans. Pas un jour de plus. Ça t'oblige à bosser à un moment ou à un autre. Avant, après, peu importe. Mais ça t'oblige à travailler. Parce que comme c'est devenu un métier que les mecs font de 20 ans à 77 ans, eh ben du coup, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds sur des projets, des promesses qui n'ont pas lieu. Tu ne peux pas tenir. Et donc, en fait, il n'y a aucune vision. Parce que si tu veux construire un projet entrepreneurial, c'est pareil qu'un projet politique. Il faut du temps, il faut une vision, il faut un projet. Sinon, ça ne tient pas la route. Sinon, c'est que du court terme. C'est des promesses électoralistes qui ne voient jamais le jour au final. Tu viens de parler là de la responsabilité de nos hommes politiques. Alors je pense que c'est hommes et femmes d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose qu'on partage assez largement en France. Pour moi, il y a quand même un grand déni aussi, il y a une grande oubliée, c'est la responsabilité de l'électeur. Hein, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu capricieux, on est un peu paradoxal, il y a des paradoxes partout. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour de la culture ? C'est-à-dire qu'on passe un peu notre vie à élire des Pères Noël qui promettent et des beaux parleurs qui vont dire que c'est pas de notre faute et que c'est la faute de tel ou tel bouc émissaire. Alors, si possible, les riches d'un côté, l'immigration de l'autre, enfin, peu importe, mais t'en penses quoi de ça ? Je ne sais pas si tu veux dire qu'on a les politiques qu'on mérite, mais en fait, je pense aussi qu'on a un problème de représentation politique. C'est quoi l'offre politique aujourd'hui ? Est-ce que tu vois un entrepreneur talentueux se présenter ou quoi que ce soit ? Je pense qu'on en parlait également tout à l'heure. Les gens n'ont pas envie d'aller en politique pour des tas de raisons. Déjà, c'est un débat qui pourrait être posé. Je pense qu'on n'attire pas les meilleurs parce qu'on ne paye pas les gens en politique. Enfin, c'est un vrai métier. Donc, il faut à un moment donné... qu'est-ce qu'on veut comme politique de demain ? Donc, si on veut attirer les meilleurs, je te rappelle qu'à Singapour,
Ils ne payent que les mecs en politique au résultat avec des salaires qui vont jusqu'à 2 millions d'euros. Moi, je préfère avoir des mecs qui nous mettent un budget à l'équilibre, qui gèrent mon pays de la meilleure manière qui soit et qui gagnent très très bien leur vie. Voilà, ça leur donnerait peut-être envie vraiment de s'impliquer à 2000%. Donc je pense qu'on a un problème de compétence au niveau de nos politiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune volonté d'engagement de la société civile. Aucune. Tout le monde a envie. Tout le monde suit la politique. On adore la politique. On est France, passionné. on aime. On est passionné. J'étais hier à un dîner. Tout le monde est venu me parler qu'est-ce que t'en penses 2027 et lui qu'est-ce que t'en penses. Mais la vérité, personne n'a envie. Tout le monde a envie de faire partie du débat, mais personne ne veut se mouiller personnellement. Donc déjà, il y a un problème de représentation politique. 2, c'est que depuis les 40 dernières années, c'est mon analyse, on est arrivé à un stade où la parole politique, elle ne paye plus, elle ne porte plus du tout. Quand tu as moins de 10% des gens, tous les sondages qui sont parus là-dessus le démontrent, qui croient dans la parole politique, comment tu veux faire passer quoi que ce soit comme réforme ? C'est devenu impossible, même s'il y a des choses forcément intelligentes qui en ressortent. Mais plus rien n'est audible. Absolument plus rien. Donc j'en parlais avec certains politiques, et je le disais récemment, nous, on a un rôle aussi entrepreneur pour faire passer les choses. Moi, j'ai expliqué la réforme des retraites à une centaine de mes collaborateurs qui sont dans la restauration. Donc pas des gens qui ont des salaires incroyables. Voilà. Je leur expliquais pourquoi la retraite par capitalisation était fondamentale. En tant qu'entrepreneurs, leurs dirigeants à qui ils ont confiance, après 1 heure, ils ont tous compris. Ils m'ont tous dit, mais vous avez parfaitement raison. 100% ont dit oui, on voterait pour une retraite par capitalisation. Donc, comme aujourd'hui, il y a un personnel politique qui est plus audible, ça va être compliqué de passer les réformes. Ça devient quasiment impossible. Donc, il y a une France qui est en opposition de tout. Voilà. Donc, si c'est pas les riches, c'est les pauvres. C'est pas les pauvres, c'est les riches. C'est pas les blancs, c'est les rouges. Voilà. C'est compliqué. Pour recréer une nation, demain, il faut changer le modèle. C'est compliqué de changer le modèle. Il faut apporter de la fraîcheur, il faut de la nouveauté. On y a cru avec Macron. Enfin, je pense qu'on y a tous cru. Puis on s'est rendu compte qu'on était retourné dans la technocratie la plus classique. Voilà, avec tous ces travers. Parce que je pense qu'il y avait une vraie volonté au début de changement. Je pense que le premier quinquennat, d'ailleurs, sur la partie économique, n'était pas détestable. Après, on retourne dans tous les travers politiques français. Voilà. Mais pour avoir envie de s'y coller, il faut être motivé quand même. Oui. Je pense qu'il faut avoir envie de prendre des coups. Et puis je pense qu'ils n'ont pas forcément envie que ça change. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, moi qui depuis 30 ans me bats pour me dire je ne quitterai pas la France, c'est mon pays, j'aime mon pays plus que tout, j'ai trop d'amis déjà qui sont partis, trop d'amis qui se sentent bien ailleurs, en Italie, en Suisse, ailleurs, peu importe, plein d'endroits. Et de plus en plus, quand tu commences même à dire à tes neveux, à tes nièces, à tes enfants qui sont encore un peu petits les miens, mais oui, va voir aux États-Unis, va voir ailleurs, va voir. C'est dommage. Enfin, je pense qu'il faut on a un pays exceptionnel, on a un potentiel exceptionnel, je le pense. On a tout dans ce pays. Mais on a un problème, c'est que on n'a pas assez confiance en nous, déjà, et on a des choix politiques qui nous poussent à donner envie à nos jeunes de partir. Et ça me fait profondément de la peine. Et moi, à 50 ans, je m'engage à mon niveau pour porter une parole, pour que l'année prochaine, qui est une année quand même importante, 2027, je pense que c'est une année très importante électoralement, elles le sont toutes, mais elle l'est particulièrement, il faut que des idées nouvelles soient incarnées par une femme, un homme, peu importe. Voilà, mais il faut des idées nouvelles. Il faut un vent de liberté, il faut comprendre que le monde change. On parle d'IA toute la journée. Moi, je pars en Chine dans 3 jours, juste pour comprendre ce que nos politiques parlent de beaucoup de choses, mais ils ne sont même pas foutus d'aller voyager d'une semaine, comprendre vraiment ce qui se passe ailleurs. On est en train de se faire ramasser de partout. Partout. Alors si demain on décide, moi ça m'arrange avec les hôtels, d'être un pays purement de tourisme, au moins qu'on l'assume, mais qu'on le fasse bien, qu'on permette aux gens de se remettre au travail, qu'on arrête de favoriser l'immobilisme et l'assistanat sur le travail, qu'on rémunère mieux les gens, qu'on nous donne les moyens de mieux payer les gens, pour avoir une nation avec des gens qui gagnent leur vie. On ne peut plus être dans un pays comme la France, où tu as 10 millions d'individus qui vivent mal ou très mal. C'est pas possible, c'est pas la promesse de départ. Alors qu'il coûte cher à l'entreprise. On ne peut pas payer, mais c'est pas qu'il coûte cher, il coûte le plus cher du monde. J'ai pris 50 fois cet exemple sur cet hôtel, parce que c'est le dernier que j'ai ouvert au Macandie, sur la Côte d'Azur. 3 200 000 euros de masse salariale chargée par an, à peu près 1,3 million, 1,4 million net dans la poche du salarié à la fin. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Donc il y a un peu plus d'1,5 million de déperdition. Donc, alors on va te répondre, déjà classique, ça paye la sécurité sociale. Ok, on a compris. Mais il y a un moment donné, l'équation, elle n'est pas bonne. On ne peut plus continuer comme ça. Le nombre d'entrepreneurs que je connais qui ne tiennent pas les 2-3 premières années parce que le coût immédiat de ce qu'ils payent tout de suite, les factures qu'ils reçoivent, les premières charges, c'est impossible. Il faut laisser le temps aux choses. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ta première entreprise, ton premier salarié, il ne paye aucune charge sociale pendant un minimum les 24 premiers mois. Il faut tout faire pour aider les gens
quelqu'un qui sort ou du chômage ou d'un mauvais salariat et qui crée son entreprise, c'est une chance pour la France. Il y en a plein aujourd'hui grâce au digital, grâce à Internet, grâce à l'IA, grâce à Instagram, qui veulent être auto-entrepreneurs. Mais il faut leur permettre d'émerger, il faut leur donner du temps, il faut les aider. En fait, on a, contrairement à l'image qu'on donne, on n'a pas du tout une culture pro-entreprise du tout. On est là de parler de Choose France, de plein de choses. On internationalise tout ça, on parle des plus grands leaders du monde. On ne parle que des milliardaires, mais on oublie qu'on a 10 millions de salariés en France qui travaillent dans des PME, des boîtes de 10, 15, 20 salariés. Ces gens-là, c'est la base. Ben, il faut donner un coup de boost à tout cela. Donc ça, il faut que le salaire évolue. On ne peut plus avoir un pays dont le coût du travail est aussi cher. On ne peut plus avoir un pays où la fiscalité rend la qualité de vie de plus en plus difficile pour nombreux de nos collaborateurs. Et nous, entrepreneurs, on ne peut pas payer plus de charges. Ce n'est pas possible. On est déjà au taquet de ce que ça coûte. On en a parlé tout à l'heure avec mon exemple. Donc il faut un coup de boost, il faut des réformes claires, nettes. Voilà. Il faut faire confiance en fait aux gens. En fait. Alors justement, confiance, ça pour moi c'est la clé. Là, j'ai pas mal écouté ce que dit Borloo, qui est assez intéressant, hein, qui lui dit voilà, il faut qu'on passe du pays de la défiance au pays de la confiance. Parce que finalement, la confiance, enfin le manque de confiance fait que on veut tout réguler puisqu'on n'a pas confiance dans l'autre. Donc il faut quand même s'assurer qu'il y ait des normes qui l'empêchent de faire n'importe quoi. Ça part de là en fait. Et après, d'où la technostructure, d'où les coûts, d'où les machins. Dans le pays où il y a le plus de fraude sociale, le plus d'abus, parce que du coup, dans le pays du black, dans le pays où la moitié des mecs, on regarde des coûts et des charges, n'importe quel petit travaux, n'importe quoi, le mec te dit, tu peux pas plutôt me donner 200 €, ça m'arrange. Donc au final, on crée l'inverse de ce qu'on veut. Exactement. Au final, tu aurais une fiscalité cohérente, tu aurais un coût du travail cohérent et tu aurais des salaires cohérents. Tout serait beaucoup plus clair et l'argent rentrerait et ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses et il y aurait une imposition qui permet de payer le coût de fonctionnement de l'État France. Et ça, comment tu l'expliques, ça, cette espèce de schizophrénie entre moi je veux que on mette un maximum de normes sur tout un tas de gens dont je me méfie. Par contre, je veux qu'on me foute la paix et ça marcherait beaucoup mieux si tu me donnes du black, quoi. Parce qu'on est un peu comme ça, nous, les Français. Écoute, je sais pas. Je crois que les Français, ils sont moins cons qu'on veut bien leur faire croire. Je pense qu'encore une fois, on en revient au sujet de tout à l'heure, on a les politiques qu'on mérite et que je pense qu'il n'y a pas d'offre politique qui permet de rassurer et de répondre. Je pense que le tout libéral en France, ça marche pas. On le sait, on a besoin d'être rassuré. On a un pays social et moi, j'en suis le premier avis. Je pense qu'il faut aider nos plus faibles, nos plus anciens, nos plus jeunes qui galèrent. Pour autant, le problème, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut remettre, par exemple, nos plus jeunes qui ont 2 bras, 2 jambes et qui sont en pleine forme au travail. Voilà, je pense qu'à moins de 30 ans, qui a 18 mois de chômage et qui, dans mes affaires hôtelières, t'explique au mois d'octobre qu'il part 6 mois pour se reposer pendant la période intermédiaire et qu'au mois de mars, il dit je vais pas revenir tout de suite parce que j'ai encore des mois de carence et je vais revenir au mois de juin, c'est plus possible. Donc en fait, il faut une société que les gens estiment comme juste. Donc il y a des âges pour tout. Il y a des âges où il y a une retraite acceptable et normale. Il y a des âges où il faut travailler. Voilà. Moi, je trouve qu'on a un vrai problème avec la jeunesse au travail. Je pense qu'on a 30 ou 35% de moins de 30 ans dans les chômeurs. Enfin, c'est lunaire. Comment tu l'expliques, ça ? Je pense qu'il y a 2 raisons. Alors, tout le monde, il y a beaucoup d'exemples du Covid qui dit voilà, les gens, les mentalités ont changé. Moi, je crois pas. Je crois que les gens ne sont pas si feignants qu'on veut bien leur faire croire. Je pense qu'on a créé une société qui, par définition, pousse à l'immobilisme et l'assistanat. Donc, on l'a créé. Donc, aujourd'hui, quand tu gagnes peu ou prou la même chose sans bosser versus à venir taffer, enfin, c'est mathématique, enfin, c'est clair et net. Si tu as 2 mois de plus à faire, à attendre avant de reprendre dans un hôtel, parce que tu es payé 1 600 € par mois ou 1 800, et puis avec ta nana qui a fait comme toi, tu es à 3 000 à 2, tu te dis, monsieur Cartier, je ne vais pas redémarrer tout de suite, je vais redémarrer dans 3 mois. Donc c'est un système qui est conçu comme ça. Donc moi, je pense déjà qu'il faudrait revaloriser sensiblement les salaires. J'ai été totalement en opposition avec ce qu'a sorti le MEDEF en disant pour remettre les jeunes au travail, il faut baisser les salaires des jeunes. Pour moi, mais c'est une hérésie absolue. C'est l'opposé de ma logique. Après, chacun la sienne. Je pense qu'à l'inverse, il faut leur augmenter les salaires. Moi, je donnais un exemple souvent. Je prends l'exemple de la CSG-RDS. Alors, c'est un peu barbare pour les plus jeunes, mais c'est un impôt qui vient de Rocard, qui a 35 ans, qui s'appelle la contribution sociale généralisée et le remboursement de la dette sociale. C'est un impôt qui était censé régler qui était censé régler la dette déjà qu'on a de nos prédécesseurs il y a 35 ans et durer quelques années. Ouais. Non, mais cet impôt, il pique à peu près, j'arrondis, 10% du salaire brut. Il pique 10% du salaire brut. Donc sur un jeune dont le salaire moyen d'un moins de 30 ans est à 24 000 € brut, ça pique 10% de son salaire. Ben moi, j'avais une idée, une proposition de projet de loi qui consistait à dire on enlève cette taxe aux moins de 30 ans, qui n'ont rien à voir là-dedans, les pauvres.
on leur enlève, c'est même pas leur génération, 10% tout de suite. Donc sur un salaire à 24 000, c'est 2 400 euros brut de plus. C'est de l'argent. Là, on comprend. On ne parle pas de 10, 20 ou 30 euros par mois, ou d'un chèque cadeau, ou d'un ticket restaurant. Eh bien, en face de ça, par contre, on diminue drastiquement le temps d'indemnité chômage. Voilà. Moi, je suis pour 3 mois d'indemnité chômage pour un moins de 30 ans. Par contre, qui gagne tout de suite 10% de plus, et avec un seuil de salaire minimum. Voilà, c'est tout. Gagnez plus, mais par contre, indemnisons moins. Voilà. Et puis, un autre mot qui est devenu un gros mot, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'aimerais ton avis là-dessus, c'est l'ambition. L'ambition. Ça a toujours été un gros mot en France. Ouais, mais c'est fou quand même, parce que c'est quand même une motivation. Quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui va créer des emplois, qui va faire plein de choses, mais on a quand même tendance à lui dire. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que ça fait partie ça fait partie de je sais pas comment dire, du mindset français. C'est-à-dire le Français, il veut réussir, il regarde les gens qui réussissent, je sais pas si c'est avec jalousie, mais en tous les cas avec envie. Et pour autant, si toi, tu parais ambitieux, t'es suspect. Voilà, c'est tout, c'est vrai. D'ailleurs, Niel l'a dit l'autre jour à la commission d'enquête. Il a dit, c'est dingue, on réussit, on fait quelque chose qui cartonne, c'est Media One, c'est machin, c'est même pas pour... Mais au final, on est suspect. Donc, non, en fait, la réussite est suspecte, en fait. Je dirais même pas, mais ça va avec ce que tu dis sur l'ambition. En fait, faut sortir de tout ça, en fait. On veut des gens qui réussissent. Encore une fois, il faut un pays qui cartonne, un pays qui va bien, un pays qui collecte de l'impôt, c'est un pays qui sait garder les gens qui réussissent. Et on a besoin de gens qui réussissent. Mais je pense que c'est un mindset qu'à 40 ans, ça a démarré avec Mitterrand, ça a démarré avec le socialisme, avec un ministère du temps libre, les plus jeunes ont oublié, avec les 39 devenus 35, devenus 32, puisque le sujet des 32 avait été abordé. Donc on a abîmé tout un certain nombre de valeurs. Moi je pense qu'il faut de la liberté. Je te donne un exemple sur les 39 heures. Moi j'ai plein de gens... Enfin, sur les 35 heures, pardonne-moi. Moi, j'ai plein de gens qui veulent travailler plus. Plein. Ils sont jeunes, ils me disent, moi, j'aimerais bien gagner plus, travailler plus. Pour des tas de raisons, la législation et autres, on ne peut pas le faire. Mais laissons les gens libres. Restons aux 35 heures, mais si quelqu'un veut bosser... Si un jeune de 25 ans dit, Monsieur Cartier, moi, je veux 600 euros de plus par mois, mais je veux bien vous donner 7 heures de plus par semaine parce que je suis en pleine forme, j'ai 25 ans et j'ai envie, mais laissons-le travailler. Et puis, vous savez ce qu'on fait. Et puis, comme, à la base, il est aux 35 heures, qui va travailler quelques heures de plus pour quelques centaines d'euros de plus, eh bien on lui enlève toute forme d'imposition, de charge ou quoi que ce soit. Pile dans la poche, il sera beaucoup plus riche, il pourra commencer sa retraite par capitalisation et commencer à dépenser, ça fera rentrer des sous dans la caisse, et ça fera payer de la TVA, et ça fera rentrer des sous dans la caisse France. Donc ça me paraît assez simple. Donc en fait, on a une politique qui a une quarantaine d'années, voilà, c'est une quarantaine d'années d'une mentalité où on a rendu les gens assistés, on a rendu les gens méfiants. Voilà, je pense que les Français, moi je parle à énormément de gens, de partout, un agriculteur, un petit entrepreneur, une PME, un auto-entrepreneur, les gens ils veulent de la liberté. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix en fait. Ils veulent pas d'aide, ils veulent qu'on leur foute la paix, qu'on leur permette de gagner correctement leur vie, qu'on arrête de taper dessus par un PV, par un machin, par une taxe, Voilà, ça on n'en peut plus en fait. Et puis avec cette sensation aussi que celui qui se donne du mal et qui travaille, il est plus puni que celui qui fout rien ou que celui qui commet un délit. Ça, c'est aussi un truc assez puissant en France. Cette sensation qu'on fait payer toujours un peu le même. Moi, je suis comme un citoyen qui entreprend depuis 30 ans en France. J'ai payé de l'impôt en France, c'est beaucoup. J'ai l'impression de donner à mon pays. J'ai beaucoup construit en France. Je sors d'un contrôle fiscal il y a 2 ans, on m'en remet un qui recommence il y a 3 semaines. Bon, voilà. Ça, c'est pour que tu prennes le rythme. Ouais, c'est pas très grave. Je dis juste que, en fait, il y a une sensation de 2 poids 2 mesures en fait, de gens qu'on n'emmerde jamais, suspicion, sur des tas de gens qui devraient être contrôlés alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, il y a une sensation qu'en fait le mec bien est plus puni que les autres. Voilà, il y a cette sensation en France. Voilà. Alors, je sais pas qui dit ça, mais il y a quelqu'un qui dit en France il y a 2 choses qu'on n'aime pas, c'est le succès, ce que tu viens de dire, et l'échec. On n'aime pas les gens. Le type qui se plante. Je veux dire, on veut être tout le monde pareil, moyen. Non, ah bah c'est ce qui fait ni échouer ni réussir. Bah c'est ça. T'es dans un truc où moi, tu réussis, c'est suspect, tu te plantes, on dit voilà, j'irai pas avec lui, c'est un loser. C'est juste ce que tu dis. Et en même temps, moi je pense qu'un pays qui pense comme ça, c'est un pays qui n'a pas d'ambition, c'est un pays qui ne sait pas comment se positionner. Et il ne faut pas oublier une chose, on est en 2026. Est-ce qu'on se rend compte de l'évolution du monde, de la technologie, de l'avancée de l'IA partout, de ce qui se passe en Chine? Je parlais hier longuement de la voiture autonome, qui va tout bouleverser quand ça va arriver. Il y a des vrais sujets globaux, mondiaux, de souveraineté, de technologie qui se posent.
Nous, on ne se pose pas vraiment les bonnes questions, je pense, en France en ce moment. Donc il va falloir se les poser sérieusement. Non, nous, on Vraiment. est plus sur le congé, je sais pas quoi. Ah ben nous, on a congé les acquis marital, sociaux. parital. Ouais. Non mais, encore une fois, je ne veux pas caricaturer. Je pense qu'on a un pays qui a encore les ressources et les moyens de se relever rapidement. Mais pour ça, il faut des décisions claires, nettes, qui essayent de faire un minima consensus majoritaire et qui soient vite mis en place après l'élection de 2027. Voilà, on ne peut plus tergiverser. Et puis sinon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne te lirai pas le texto d'un copain parti à Milan il y a 1 an. Un peu pour des raisons fiscales, mais aussi pour retrouver un certain art de vivre, et qui m'a écrit un texto, genre écoute Jean-Philippe, ravi d'avoir tes nouvelles, je suis à Milan, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, je retrouve une espèce d'art de vivre, de culture, que je ne retrouvais plus en France, de bien vivre, de bon vivre, et j'y suis très bien. Et je ne suis pas prêt de revenir. Ça fait un peu de la peine d'entendre ça. Pour moi, c'est un échec. Là, tu parles de gens qui ont réussi, tu parles d'entrepreneurs. Ouais, attention, pas forcément quand je dis réussir. Si réussir, c'est l'argent, moi, c'est pas que ma conception de la réussite. Là, mais on parle de réussite économique. Non, beaucoup de gens parlent, je l'ai dit d'ailleurs dans un podcast récent, je ne donnerai pas le même exemple, mais beaucoup de gens qui ont des tas de métiers, normaux, partent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol d'être stigmatisés, ils en ont ras-le-bol d'une forme d'insécurité ambiante, d'une forme d'agressivité ambiante. Beaucoup de gens partent. Avant, je te le disais en début de podcast, mais avant, les gens partaient vraiment pour cette raison qui me posait problème, qui est la fiscalité. J'ai vendu, j'ai encaissé, je veux payer moins. Moi, j'étais contre. Aujourd'hui, les raisons, en tout cas, ce n'était pas du tout mon ADN. Les raisons, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes. Plus du tout les mêmes. Je lisais ce matin, là, au moment où on enregistre le podcast, une interview, une tribune, du patron de Syntec, qui réunit tout un tas de métiers de conseil, numérique, etc., qui dit on a une envolée du nombre d'ingénieurs, de techniciens et d'experts qui ne sont donc pas des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont vendre, exactement ce que tu dis, et qui partent. C'est-à-dire que pour notre réindustrialisation, si on y tient, pour la transition écologique, pour qui c'est important, pour toutes les transitions qui demandent du savoir-faire, pour notre souveraineté, on parle de reconstruire des usines d'armement parce qu'on n'a plus de munitions, parce qu'il faut se défendre. Il faut des profils comme ça. Et ces gens-là, dès le début, ils comprennent que c'est pas ici qu'il faut faire. Encore une fois, on oublie un paramètre. On vit dans un monde qu'on a souhaité mondialiser. On l'oublie tous. Donc on a voulu s'européaniser, se mondialiser. Alors Trump fait un protectionnisme comme jamais, mais en l'occurrence, on est dans un monde mondialisé. Donc aujourd'hui, si tu es embauché en tant qu'ingénieur dans la Silicon Valley, tu vas gagner 3 fois ta vie et l'entreprise va payer 2 fois moins de charges. C'est facile à comprendre. Donc aujourd'hui, un mec qui va gagner... Je connais des profils qui sont embauchés à 120 000, 150 000 euros par an en France, qui sont embauchés à 700 000 $ aux US. Pas de sujet. Un mec qui barre tout, s'ils ont 26 ans, tu ferais quoi? T'as une femme, un enfant, ou t'es en début de vie, t'as 25 ans, on t'explique que ce que tu sais faire, on te le valorise 5 fois plus dans un autre pays que dans le tien, tu pars tout de suite. C'est ton fils, ou c'est ton neveu, ou c'est n'importe qui. Il te dit, papa, j'adore Paris, mais je suis payé 120 000, je vais payer 35% d'impôts sur le revenu, plus ci, plus ça, et puis là-bas, je paye 700 000, et tu pars tout de suite. Donc en fait, il y a des pays qui connaissent et qui reconnaissent nos talents et qui les prennent comme on va au marché. Ils ont bien raison. Voilà. Et comme on ne sait pas les garder, c'est ce que je te dis. Et puis surtout, comme le disent de plus en plus de gens, dont Nicolas Dufourcq, si ce n'est pas nous qui prenons cette initiative, un beau jour, on va avoir 3 mecs qui débarquent, un de la BCE, un de l'Europe, un de machin, ils vont dire, écoutez, on va faire les réformes à votre place. Ça va faire la Grèce, l'Italie. Ça nous pend au nez. Voilà, après c'est 25 ans de... Mais quelqu'un d'intelligent dont je tairai le nom me disait, le problème c'est que comme on a toujours l'impression qu'on n'a jamais touché le fond de la piscine en France, on continue, et c'est peut-être pas encore le fond de la piscine. Alors moi, j'ai pas envie d'attendre le fond de la piscine, tu vois, qu'on le touche, la fameuse expression pour remonter à la surface. Trop de choses ont été faites pour décourager. Voilà, moi j'ai envie d'un pays où il y a de l'espoir, où il y a de la confiance, où tu as des dirigeants qui te parlent avec motivation et voilà, qui te donnent vraiment envie de te lever le matin. Aujourd'hui, on ressent plus ça en France. On a opposé beaucoup les gens les uns aux autres, je trouve, beaucoup. Ouais, bien sûr. Je me suis battu tout le temps contre le patron. Tu as dû m'entendre dire souvent, je ne suis pas patron, je suis créateur d'emploi, et personne ne m'appelle patron dans mes boîtes. Encore une fois, je m'appelle Jean-Philippe, et on se connaît tous. 95% des boîtes en France sont des PME. Tous les entrepreneurs de PME connaissent leurs salariés par le prénom, et ils vivent les mêmes problèmes ensemble, matin, midi et soir. Chacun les siens, mais on les partage. Voilà. On a essayé de créer... D'ailleurs, c'est presque un jeu politique. Il y a le patronat, il y a tout un espèce de système.
c'est un discours bien huilé qui permet d'opposer les gens les uns aux autres. Non, non. Bah surtout, ouais. Et puis, en fait, t'as toujours besoin d'un ennemi, entre guillemets. Ouais. Mais Mais l'ennemi, normalement, ça ne devrait pas être celui qui crée, qui construit, qui bâtit, surtout, qui paye le salaire de tous nos politiques qui en parlent. Ouais, et puis moi, j'ai envie de dire aux gens qui ont besoin d'ennemis pour avancer qu'en ce moment, il y a le choix à l'extérieur. C'est qu'on peut quand même se dire, on est en train de se faire colonisé numériquement par les Américains et industriellement par la Chine. On a des puissances, on ne parle pas de l'Inde, la Turquie, l'Afrique, qui nous fout dehors d'un certain nombre de pays, c'est des puissances en devenir. Donc il y a des choses extraordinaires à faire avec eux. On parle la même langue, on a une histoire un peu cabossée, mais qui est quand même commune. Il y a plein de choses à faire là-dessus. On peut tout à fait se dire, mais essayons de nous rassembler pour s'opposer, à la place de se faire prendre en sandwich par les gens qui nous aiment pas, parce que ça, ils l'ont déjà démontré. Donc des ennemis, on peut en trouver ailleurs, et peut-être ça nous ferait des vacances de ne pas nous en trouver au sein de la France. C'est ça, en fait, le sujet. Tu parlais de mondialisation, c'est qu'on a essayé de mondialiser l'opposition. C'est-à-dire qu'en gros, il y a autant de points communs entre un travailleur de telle classe à l'autre bout du monde qu'en France, et le problème de tous ces gens-là, c'est forcément leur patron. Bah là, aujourd'hui, on peut dire non. En fait, patron, ouvrier, employé, chômeur, machin truc, on est tous dans le même truc. Et on doit réussir si on ne veut pas se faire complètement coloniser par les autres. Il suffit de voir, je ne fais pas de jugement politique, mais la politique de Trump depuis 2 ans, enfin, c'est lunaire. Enfin, le monde change. Enfin, si on ne comprend pas que le monde change, que nos rapports aux US ne sont plus les mêmes, qu'on est en train de vivre, même pour les plus jeunes. Nous, on a vécu le rapport franco-américain, c'était le frère de sang. Enfin, c'était inimaginable de penser qu'il y aurait un grain de sable. Aujourd'hui, la diplomatie nous démontre que les rapports sont sous tension maximale, que l'Amérique, retourne à un protectionnisme absolu. Ses droits de douane en sont le premier exemple. Donc il va falloir qu'on apprenne à se défendre. Il va falloir qu'on apprenne. Et une nation qui se défend, c'est une nation qui est fière d'être qui elle est, qui est fière d'avoir un drapeau et qui est fière de défendre des valeurs. Peu importe la couleur de peau, peu importe les origines, peu importe qui on est. Juste se réunir tous ensemble autour d'un combat qui est le fait que ton pays devienne prospère. Et à partir de ce moment-là, on pourra espérer plein de choses positives pour les prochaines années. Mais on en est loin, en fait. On en est très, très loin. Et c'est là où les Américains, malgré tout, il peut y avoir des oppositions sur place, mais il y a quand même un sentiment fort d'appartenance. Nous, comme on ne l'a pas, comme on est capable de s'opposer, je te dis, dans les entreprises pour rien, mais en fait, on est faussement un pays libertaire. On n'arrête pas de te dire la France, le salarié a des droits, tout le monde. En fait, à vouloir trop donner, on ne sait plus trop qui on est nous-mêmes. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de sens civique, de sens moraux, de sens... je sais pas, il y a plein de choses qui, pour moi, je l'ai vu en vieillissant, je sais pas, sans faire vieux con encore à mon âge, mais je pense qu'il faut une nation qui fonctionne, c'est une nation qui s'aime, et c'est une nation qui arrive à faire, en grande partie, que ses citoyens sont fiers de collaborer ensemble et d'avancer ensemble. Mais pour ça, il y a une seule chose à faire. Il faut donner une vision. Si tu ne donnes pas de vision, tu n'as pas de projet. Si demain, on monte tous ensemble une entreprise autour de cette table et que je vous dis rien et que je vous amène nulle part, bon, il est sympa, JP, il parle bien, c'est sympa, mais il y a pas du tout, je vois pas du tout où il va. Voilà. Et c'est le seul problème français. On peut aimer ou pas Trump. Il essaye de donner un cap aux US. On va ramener plus d'argent, on va faire ça, on va faire cette taxe-là, on va prendre là. On peut détester le profil. Je dis juste, il y a un cap. Et il est très clair sur son cap. Ah oui, ça, il est très clair, aussi clair que plein d'autres pays, que les Chinois, que d'autres. Il y a un cap très clair sur la Chine, sur la technologie, sur les avancées. Oui, c'est un pays dans lequel on ne vivrait pas. Oui, on n'est pas du tout pour un modèle chinois. Je dis juste, demain, celui qui va gagner les élections, ou celle qui va gagner les élections, il devra, pour la première fois, de manière claire, apporter un cap des plus précis, une direction déjà. 2027-2032, où on va. 2027-2037, où on va. Je vous amène là en 10 points. Comment, pourquoi, et on va arriver. C'est obligatoire, en tenant compte de l'évolution et de l'état du monde actuel. On ne peut plus faire semblant. Voilà. Donc il faut se renforcer, il faut être capable de se défendre de manière un peu plus solide. Si on veut une politique de réindustrialisation, il faut du courage politique. Voilà. Il faut faire des vrais efforts, parce qu'on en parle tout le temps, mais on ne fait absolument rien pour. Moi, j'ai financé des tas de boîtes qui font, entre guillemets, tu connais par cœur du Made in France, mais c'est les moins aidés de tous. Mais de tous. En fait, il faut mieux importer de Chine que de produire en France, ce qui est dramatique. Comment on n'est pas foutu de faire une TVA à 0% sur des gens qui produisent en France?
quand on n'est pas foutu de faire un avantage social et fiscal sur des gens qui produisent en France. Mais comment on peut pas comprendre ça? Ça me paraît fou. Ouais, en plus, on en met des impôts de production. Mais c'est lunaire, c'est lunaire. Et on te dit, formidable, les ministres vont visiter le salon du Made in France et tout. Mais ok, c'est que de l'image, c'est que de la posture. Rien n'est fait pour eux. Rien. Alors qu'on pourrait, en l'espace de 6 mois, changer les règles. Terminé. On y retourne au Made in France. Heureusement qu'il y en a qui se battent. C'est un combat pas loin d'être perdu. Mais moi, je suis un optimiste. Donc, en 10 bonnes réformes, je pense qu'on peut retourner la table. Ça, c'est optimiste. Ouais. Mais alors, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un dialogue que j'ai eu avec un de nos membres qui, lui, a une belle boîte. Hein. Il a racheté plusieurs usines. Il fait maintenant une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il me disait que juste à côté d'une de ces usines, il y avait, je crois que c'est une laiterie, enfin, peu importe, une belle boîte, on va dire, historique, qui allait de mal en pis, a déposé une fois son bilan, a été repris, a été sauvé une fois, puis à chaque fois, il y a les politiques qui viennent, ils coupent le ruban, ils disent ouais, on est là, on vous supporte, on va vous aider. Et puis, dès qu'ils sortent de la pièce, t'as l'Adréal qui arrive, qui dit bon, attendez, là, je suis désolé, mais vous n'êtes pas aux normes sur ça. T'as l'inspection du travail qui se pointe et qui dit non, mais attendez, il va falloir me changer ça et ça, et puis l'aération, elle n'est pas bonne. Le mec, il dit mais ça y est, putain, j'ai encore des dizaines de milliers d'euros à investir dans des trucs qui n'apportent aucun élément à ma productivité, simplement parce qu'il y a une norme qui vient d'arriver. C'est fou, quoi. Tu sais, il faudrait, je le dis en rigolant, mais à moitié, en fait, il faudrait nommer des gens qui seraient en charge d'un ministère qui serait le ministère du bon sens. Mais vraiment, hein, alors ce mot, il a été souvent utilisé, mais souvent à mauvais escient. Je pense qu'on aurait besoin de dizaines d'experts, voilà, de mecs qui disent, voilà, on va voir tout ce qui se passe, les normes, les bonnes, les mauvaises, les moyennes, on vire tout. On a un objectif, 80% de réduction et de dégagisme de toutes ces normes qui nous pourrissent et qui nous bouffent. Voilà. Et qui nous bloquent et qui nous empêchent d'entreprendre et de construire. Et je pense qu'il y a un tel travail, il y a un tel audit à faire sur ces 95% de choses qui nous bouffent la vie, que je pense on s'en rend même plus compte. Je pense que même le politique ne s'en rend plus compte. Ouais. Je pense que personne, tu parlais moi je connais dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les normes de sécurité, mais c'est lunaire. Je pense que c'est la norme de la norme de la norme. Et non seulement c'est du temps, non seulement c'est un coût, parce que c'est des vrais coûts, hein, et ça te décourage 9 fois sur 10 d'entreprendre. Eh bien très bien, je terminerai en te demandant si tu as un échec ou un regret, quelque chose, tu vois, ce genre de choses, d'abord, est-ce que ça t'est arrivé? Et ensuite, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en as tiré? Alors, si tu dis que tu n'as pas d'échec, ça fait tout de suite un poil prétentieux. Mais comme je ne suis pas menteur, je n'ai pas eu d'échec flagrant. J'en parlais récemment, c'est-à-dire l'échec la qui est catastrophe, vraiment chaos technique. J'ai des amis à qui c'est arrivé. Et c'est dur. C'est plus facile de te relever d'un échec à 35 qu'à 55, marié 2 enfants. D'ailleurs, certains repartent dans le salariat après un vrai échec économique. Je ne l'ai jamais vécu, donc je ne vais pas te mentir. Pourquoi? Parce que je pense que sous des allures très entrepreneuriales, risque tout. Malgré tout, je suis quand même réfléchi et j'ai jamais eu l'impression, et puis j'ai jamais eu l'impression de me mettre à ce point en risque, alors que certains, dont mes plus proches, me disaient attention là-dessus. Moi, je ne l'ai pas eu cette impression. J'ai eu l'impression que c'était maîtrisé, donc je ne l'ai pas vécu. Donc échec flagrant, non. Des retards, des blocages, des situations que je n'avais pas imaginées comme étant celles du départ, mais ça c'est 120% la vie. Des mauvaises surprises, mais pas d'échecs à proprement parler. Et des regrets, alors ça c'est intéressant d'avoir cette discussion à 50 ans parce que c'est les âges où les choses du temps est déjà passé. Pour certains, moi j'ai perdu mes 2 parents, quelque chose qui a été un choc pour moi, parce que perdre ses parents, même à 49 ans, c'est l'année dernière, les 2. Voilà, donc on grandit avec ces époques-là, on grandit, on mûrit, on voit les choses différemment. Donc c'est un peu déjà le temps du premier bilan sérieux. On se rend compte que la moyenne de la vie, c'est pas 50 ans, plutôt 38-39, donc on a déjà passé la moyenne, quoi, tu vois. Et des regrets, donc, question que je me suis parfois posée, mais non, parce que c'est facile à dire, mais non, parce que j'ai toujours été aligné, en fait. Et c'est en fait, j'ai toujours été en accord avec ce que je voulais faire. Donc j'ai pas de regrets particuliers. Certains ont de ne pas avoir voyagé à tel endroit, de ne pas avoir vécu finalement là où ils auraient voulu vivre. Non, moi je suis très heureux d'avoir vécu en France jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui.
très heureux de ce que j'ai entrepris. Et en fait, je pense que l'entrepreneur, de facto, le regret, c'est pas trop son vocabulaire. C'est plutôt le coup d'après, tu vois. On a déjà toujours qu'est-ce que je fais dans une heure et qu'est-ce que je fais demain. Donc, je me retourne pas, évidemment, sur certaines choses. On tire des conclusions, on fait des bilans, mais non, pas de regret. Et toujours, si j'ai l'impression d'en avoir un, en tous les cas, je vais le traiter demain par une réponse à la problématique pour compenser ce regret. Donc non, pas de regret. Et au contraire, je ne sais pas si ça fait partie uniquement du but de nos échanges, mais il y a forcément des gens qui écoutent et qui se posent des questions sur l'entreprise, l'entrepreneuriat. Voilà. Moi, la seule chose que je dis aux gens et aux plus jeunes, c'est d'entreprendre et de croire en eux, parce que c'est un monde merveilleux, pas simple, mais d'être autonome et de construire sa propre liberté, je pense que c'est l'avenir et que ça n'a pas de prix. Et on vit dans une société et un monde qui va le permettre de plus en plus, par des technologies que nous n'avons jamais eues, nous, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, en dépensant beaucoup moins. Et je pense qu'à 18, 20, 25 ans aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire et à regarder et à comprendre. Et donc j'ai la frustration, par contre, c'est pas un regret, mais de pas encore tout bien comprendre à l'IA. Et ça m'agace, t'as pas idée. J'aimerais tout regarder en même temps, tout comprendre, tout bouffer. J'aimerais qu'on me fasse un stage en me disant, ouais, il n'y a pas de limite de budget, mais en 8 jours, tu vas être le champion du monde. Et ça, voilà, c'est un regret pour l'instant actuel. Il faut que j'avance là-dessus parce que j'ai l'impression que ça me dépasse et ça m'agace. Super. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder Un on sujet n'aurait que pas je vais aborder, traité non, je remercie déjà les forces françaises de l'industrie parce qu'il y a plusieurs mots que j'aime dedans. Il y a le mot force que j'aime bien, il y a le mot France que j'aime beaucoup, il y a le mot industrie qui me parle. Donc voilà, à votre niveau, vous faites aussi bouger des lignes, et c'est important, c'est pour ça que je suis là. Et je pense que tous ensemble, on doit porter la voix haut et forte de celles et ceux qui bâtissent, qui créent, et on a une responsabilité. On parle de tous les clubs qui parlent d'entrepreneurs, toutes les associations qui se montent, on parlait des 300 pour la France, on parlait du cercle des entrepreneurs engagés, de Trop c'est trop, avec Eric Momy, entre autres, et Erwan. Je pense que pour l'instant, on vit une période où tous les profils comme les nôtres se réveillent un petit peu, tous ensemble, pour faire bouger les lignes. Et donc il faut qu'on continue pour qu'en 2027, encore une fois, peu importe qui, il faut qu'on soit plus entendus, parce que nous sommes des maillons quand même assez importants de l'écosystème. Et si nous, on se décourage, là, je pense qu'il y a matière à s'inquiéter. Donc je reste très optimiste, donc on sera très engagés jusqu'à 2027 et tous ensemble. Donc merci à vous pour votre action. Écoute, merci à toi d'être venu. Et puis effectivement, il faut l'union maintenant. Voilà. Absolument. Bon, Jean-Philippe, merci beaucoup. Avec plaisir.